réflexion, comment est-ce qu'on peut améliorer les situations des femmes partout dans le monde. Et d'un côté, il y a beaucoup de choses qui ont avancé quand même, qui ont progressé, mais d'un autre côté aussi, il y a beaucoup de volets où c'est toujours... il n'y a pas beaucoup d'évolution, il faut toujours se battre. C'est pour ça d'ailleurs que dans tout le pays, partout dans le monde, cette journée est vraiment pris à cœur par beaucoup de monde pour manifester tous les droits, toutes les revendications qu'on peut avoir en tant que femme. Surtout en France, c'est notamment l'égalité hommes et femmes au niveau professionnel. Et ça, c'est vraiment... il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Donc nous, en tant qu'association locale, nous avons décidé avec Sally, en accord, de se dire que c'est vrai que tout le monde a pris tous les volets des droits des femmes. Nous, on va, cette année en tout cas, se focaliser sur le thème de l'entrepreneuriat au féminin. Pourquoi l'entrepreneuriat au féminin? Déjà parce que c'est la journée déjà de la femme, hein. Bon, et surtout parce que c'est quelque chose quand même qui est beaucoup, comme on dit, c'est beaucoup mis en France en tout cas, ces dernières années, mis en lumière. Beaucoup de gens veulent sauter le pas. Et au niveau des femmes de la diversité, les femmes issues, les femmes des diasporas, on est encore trop invisible. Et l'idée, c'était de se dire, en tout cas, moi, en tant que club des femmes de la diversité qui font, c'est accompagner, favoriser cette volonté des femmes qui ont des projets, qui veulent aller de l'avant, qui veulent oser se lancer, d'avoir un espace, d'avoir de quoi acquérir, prendre des informations, développer leurs compétences, rencontrer d'autres femmes qu'on va essayer de ramener. Comme on dit, on est invisible, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup non plus de femmes qu'on peut s'identifier. Et l'idée dans l'association, dans le club là, c'est vraiment de faire le maximum pour attirer ces femmes-là, pour que les femmes puissent s'en inspirer et pour qu'elles puissent oser, pour qu'elles puissent se lancer et se dire que il y a des modèles quand même et qu'on puisse justement se porter nous-mêmes. L'idée, c'est aussi de se dire que ne pas attendre tout du système. Ne pas être dans la peau des victimes et de dire que nous on est invisible, nous on ne nous voit pas, nous ceci, nous cela. Non, être acteur nous-mêmes, poser des initiatives et essayer de développer, de ramener, de faire des actions justement pour qu'on puisse se sentir en progrès, pour qu'on puisse justement avoir envie. Beaucoup d'associations ont envie d'aider la diaspora, ont envie d'aider le continent africain sur de nombreuses causes. Mais moi, ce que je dis toujours, avant d'aider, il faut déjà qu'on soit fort économiquement. Et pour être fort économiquement, l'entrepreneuriat fait partie des volets professionnels qui peut justement permettre d'aider encore plus de monde et puis d'améliorer soi-même sa vie personnelle, sa vie de famille. Donc pour ça, merci à Sally d'avoir encouragé, d'avoir tout de suite vu que c'était une bonne idée de choisir cette journée pour
mutualiser nos actions au travers, au travers cette journée du 9 mars aujourd'hui. Voilà. Sally, tu as peut-être quelque chose à dire pour un mot d'accueil là-dessus? Déjà, merci à votre association, à ton club. En soi, j'ai une très belle rencontre. J'ai aimé travailler avec toi. Effectivement, ça match assez facilement. Et l'idée est bonne. On a travaillé déjà, on a mis en place des choses autour de la Journée internationale de la femme, mais on n'a jamais travaillé la partie entrepreneuriale, la partie économique. Comme tu l'as dit, la ville de Moissy a investi le sujet, mais pas sur cette thématique-là. Lorsqu'on a fait l'année dernière la soirée internationale des droits de la femme, on a senti ce besoin d'avoir des femmes qui inspirent. On a travaillé d'ailleurs autour de ça. Et c'est dommage que les personnes qu'on a eues l'année dernière ne soient pas présentes ce matin, mais j'espère qu'elles seront là tout au long de la journée. Mais c'est vraiment un sujet très très intéressant, je crois, pour toutes les femmes qui souhaitent devenir de plus en plus indépendantes. Donc, vraiment merci à ton association, merci à toi pour toutes ces idées et du coup qui nous permet donc de proposer des projets innovants au sein de la commune. Merci. Et je voulais, dans cette discussion, dans cette conférence qu'on a concoctée, présenter Cécile. Je pense qu'elle l'a déjà fait comme on est en petite communauté, qui va justement nous ouvrir, nous éclairer un petit peu, comme c'est son métier. Elle va nous en dire un peu plus, de nous dire qu'est-ce que c'est entreprendre quand on est une femme issue de la diversité, quelles sont les choses à savoir pour pouvoir oser se lancer, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de catégories de femmes qui aimeraient concrétiser, matérialiser leurs projets. Et c'est vrai qu'on est dans un système où il y a tout. Il y a tout. On ne peut pas dire qu'on rapporte quelque chose. Mais nous, dans l'idée d'avoir un club, c'est vraiment dans l'identification. De se dire que je m'identifie à ce message. Et ce message-là me parle pour que j'aille mettre en place des actions. Voilà. Et Cécile, elle va tenter de nous éclairer en première partie sur ces aspects-là. Bonjour. On s'est déjà présenté pour certains et pour ceux qui viennent d'arriver. Donc moi, je suis Cécile Boukassa. À la base, mon métier, c'était conseiller à l'emploi. Et après, j'ai monté mon entreprise. Les difficultés que j'ai rencontrées pour mettre cette entreprise en place, plus tard, après 9 ans, j'ai décidé de m'orienter vers l'accompagnement en création d'entreprise, gestion d'entreprise. Le conseil, pourquoi? Parce que déjà issu de la diversité, on rencontre beaucoup de difficultés. On a du mal à savoir par où il faut commencer, ainsi de suite. Et j'ai pensé à des compatriotes en me disant, si moi j'ai fait des études et que je rencontre normalement des difficultés comme ça, alors imagine pour ceux qui ont des compétences mais qui ont envie d'entreprendre, comment ils peuvent faire, quoi, parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Quand ils arrivent même déjà à l'accueil pour demander l'information, ils sont rembarrés rapidement, vous nous agacez, on n'a pas le temps pour vous, on vous fait comprendre. Donc du coup aussi la personne, il va accepter tout ce qu'on lui dit rapidement et il s'en va, mais il n'a rien compris en fait. Et ce que j'ai constaté aussi, qu'on essaye de mettre des structures en place, mais avec sous-informés, ce qui fait que quelques mois après ou années, et la structure elle est fermée. Donc tout cet argent-là qu'on a mis là-dedans, c'est perdu. Et souvent, beaucoup ne savent même pas qu'il y a de subventions qui peuvent être accompagnées, aidées. Donc je me suis dit, ça, il faut que je fasse quelque chose là-dedans. Et donc, comme on a une journée de droits des femmes, elle vient de dire sautons le pas.
Donc, j'espère que c'est le moment. Et quand tu m'en as parlé, donc je me suis dit, en tout cas, je fonce sans regarder en arrière. Et ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entrepris ou qui ont l'intention d'entreprendre, je ne sais pas, parmi ceux qui sont là? Oui, c'est intéressant de savoir. Voilà. Moi, j'ai participé en fait à la création d'entreprises sans vraiment être membre de l'entrepreneur. C'est assez compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué. Et j'aide aussi certaines personnes par rapport à ça. Parce que ne savent pas comment prendre le statut. Par où commencer? Par où commencer. Pourquoi faire ce statut. J'ai vu là, des personnes qui sont mises en SARL. Alors qui ne devaient pas être en SARL. Voilà. Et puis même des fois, il y a le régime. Il y a un régime, il faut choisir tel régime ou par rapport à avant, il faut regarder par rapport à son activité fiscalement. Par rapport à sa vie personnelle, sa situation personnelle, son entreprise. À son entreprise, donc en fait, des fois ils arrivent et puis ils demandent des conseils à gauche, à droite, et puis une fois, ce qui s'est passé, j'ai une personne qui lui a demandé un conseil à quelqu'un, et puis la personne a dit non, ben, je vais faire une SARL, et tout ça, et puis je vais, en dernière minute, avant de m'appeler, j'ai dit non, on ne fait pas ça. Et puis j'ai eu la personne au téléphone, j'ai dit mais pourquoi? J'ai dit non, ça c'était avant, aujourd'hui il y a des changements, une loi elle change. Avant c'était intéressant de faire quelque chose, aujourd'hui c'est moins intéressant, et ce qui va permettre en fait d'éviter certaines choses. Donc après je vais expliquer, c'est là que, bon, il dit oui, c'est vrai qu'il ne fallait pas faire ça. Et par rapport à la structure de sa société. Il y en a qui arrivent. Parce qu'ils sont sous-informés, tout simplement. Il y en a qui sont auto-entrepreneurs. Ils arrivent et prennent un statut d'auto-entrepreneur. J'ai dit non, il faut faire un restaurant. Ils ne savent pas pourquoi il a pris le statut d'auto-entrepreneur. Voilà, c'est-à-dire que quand on arrive, on leur dit quelqu'un va te donner un conseil qui a marché pour lui dans son domaine d'activité à son époque donnée. Aujourd'hui, tu arrives, tu veux faire un projet. Tu ne peux pas prendre n'importe quel statut. Parce qu'à la fin, tu seras obligé de changer ton statut, ou même il y a un coût énorme. Parce que fiscalement, ça a un impact en fait derrière. Et c'est ça en fait que les gens en fait ont du mal et l'intérêt de faire, ils sont un peu perdus. Tout à fait. Ça c'est déjà, ça c'est vraiment déjà les aspects juridiques. Voilà. Et pourtant, comme on dit, il y a des dispositifs de l'État où tout le monde peut aller, mais c'est vrai qu'on arrive, on a tout un tas d'informations, et pour quelqu'un qui veut se lancer, qui ne déjà, comme je disais, les catégories des personnes, même pour une personne qui a fait des études, qui est bien posée intellectuellement, c'est déjà compliqué. Maintenant, imaginez pour une personne qui souhaite entreprendre, mais qui ne s'y connaît pas du tout tous ces aspects juridiques-là, ben, c'est très compliqué. Moi, j'ai un exemple, justement, j'ai rencontré une personne dans nos différents événements au dernier, à l'anniversaire de RPC, une personne qui a souhaité que je l'éclaire un petit peu. Et il me disait, bon, je suis entrepreneur, je fais ceci, j'ai été publié à un magazine de journal, et vraiment, mais je ne suis pas organisée. Bon, comme moi, c'est mathématique, l'organisation, il me dit, je ne suis pas organisée. Et finalement, je pose des questions, je pose, et finalement, je me rends compte que la personne n'a même aucune structure, rien. J'ai dit, mais attendez, comment vous fonctionnez? Non, la personne fait des salons professionnels, a commencé c'est un designer, a commencé à faire sa collection, et ça fait depuis 5 ans.
J'ai dit, l'aspect, c'est quoi votre statut? Rien. Pourquoi? Parce que c'est pas si évident de connaître. En général, quand on veut entreprendre, on s'attache à la fonction de création, de conception du produit ou du service. Parce que c'est là où est notre cœur de métier, de potentiel. Donc on s'attache là-dessus. Or, être entrepreneur, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est connaître toutes les fonctionnalités de ce qu'il faut savoir dans tous les domaines. Ne pas être de toute façon expert, hein, parce que les aspects juridiques, l'idée c'est pas de devenir expert, mais d'avoir peut-être un minimum de connaissances et de renforcer ce minimum de connaissances par une validation d'un expert déjà. Ça c'est pour l'aspect juridique. Voilà. Maintenant, après il y a d'autres aspects. Voilà. Oui, oui, oui. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, que être un chef d'entreprise, ça ne veut pas dire que je dois tout connaître. Non. Un entrepreneur, lui, c'est un visionnaire. Il a une vision qu'il a envie de matérialiser, une idée qu'il a envie de matérialiser. Donc maintenant, il doit se rapprocher d'un expert, maintenant un conseiller, pour l'accompagner dans toutes les étapes de la création de son entreprise. Et tout ce qui est aspect juridique, c'est le plus important, très important, parce que c'est le fondement de votre entreprise. Quand c'est mal choisi, tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est statut, tout ce qui est social, plus tard, vous allez le voir, ça va en pâtir sur votre activité. Ça sera très lourd parce que ça n'a pas été pensé et étudié correctement en amont, avant la mise en place de votre structure. D'où les pourquoi nous, dans ce club, c'est d'aider les femmes à comprendre l'entrepreneuriat et ses enjeux. Donc, entreprendre avec sérénité, essayer de limiter le risque. De limiter les risques, parce que risque zéro, ça n'existe pas. Déjà, quand vous entreprenez, c'est déjà un risque que vous prenez. Parce que vous pouvez ne pas vivre de votre activité aussi. Tout ça, c'est à être accompagné, c'est un gain-temps. Un gain-temps par un conseiller, c'est un gain-temps, et vous limitez le risque. Donc, et moi, ce que je voulais dire, c'est que l'idée d'entreprendre, c'est déjà de savoir que quand on se lance, on doit devenir un apprenant actif. Un apprenant actif, ça veut dire que quand on se lance, quel que soit son niveau, moi je me suis lancée, j'étais salarié à un bon niveau professionnel, mais j'arrive sur un terrain où je ne connais rien. Je ne connais rien, il ne faut pas se mentir. Et ça, des fois, on a du mal à se l'avouer. On se croit intellectuellement capable, on se dit... j'ai fait des études, voilà, je vais me demander. Et finalement, on apprend, on va dire, on apprend malgré nous que il y a la notion de la gestion de l'entreprise, il y a la notion de communication, et ça c'est vraiment la grosse partie à maîtriser. Ça c'est vraiment voilà, la communication, et je rentrerai dans les détails de cette communication-là. On a tous les aspects de conception de son produit. Ça encore, on maîtrise un peu parce que on est tellement dedans que finalement, ça c'est le plus facile. Mais on a tout plein on doit savoir sa gestion, les finances, comment gérer mon argent. On doit mettre en place des systèmes. Et toutes ces notions-là, quand on n'a pas fait un travail préparatoire pour justement
avoir une vision sur tous ces aspects-là. C'est vrai que on se lance. C'est pour ça d'ailleurs comme on dit, il y a beaucoup de pourcentages. Hein, je ne sais pas combien de pourcentage au bout d'une année, 2 ans, 3 ans qui c'est énorme, je dirais même 70 parce que ouais. parce Voilà. que souvent Donc c'est pour les ça que je dis. établissements ferment. Ouais. Mais c'est pour comment ça. vous expliquez justement ces ruptures? Il y a pas mal effectivement de problématiques, mais à côté de ça, il y a plein de collectivités, d'associations qui mettent en place donc de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et ben, qu'est-ce qui explique effectivement qu'il y a pas mal de personnes qui échouent? Ces personnes-là ne vont pas vers les structures? Parce que ces personnes-là n'ont pas compris ce que c'est un accompagnement. Que c'est bénéfique pour eux, c'est pour limiter le risque et empêcher à ce que leur structure ne puisse fermer 2 ans ou 3 ans après. Parce que beaucoup n'ont pas compris ça, que c'est vraiment important et primordial même que, voilà, et beaucoup le font aussi, ce que je voulais souligner, excuse-moi avant de dire, parce qu'il y a beaucoup qui veulent entreprendre, pourquoi ils disent, j'ai vu ma copine faire, j'ai envie d'entreprendre aussi, moi aussi. Mais il faut savoir qu'être un entrepreneur, ça a des valeurs et des caractéristiques qu'il faut avoir. Ça. Et quand vous n'avez pas ça, l'autonomie, la créativité, supporter l'échec, supporter la concurrence, ces genres de choses, pour n'en citer que quelques éléments-là, si vous n'avez pas ça, mais ça, c'est des choses qui sont innées ou c'est des choses qui peuvent s'acquérir? Parce qu'à ce moment-là, si c'est pas inné, ou si c'est inné, les entreprises ou les collectivités qui sont là pour accompagner dans le cadre du développement économique ne peuvent rien. Mais c'est pour ça, maintenant, on accompagne la personne et on arrive à la cerner, à connaître la personne pour lui dire que avec vous, avec ce que vous avez envie d'entreprendre, moi, je vous conseille de retourner travailler, être salarié, où vous avez les capacités, les valeurs de pouvoir entreprendre. Ça vous aide beaucoup. Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'un conseiller peut vous orienter? Oui. Peut vous proposer un autre domaine? Oui. En fonction parce qu'on est là aussi, il faut avoir cette capacité-là. Pour pouvoir vous aider de convaincre. Et aller jusqu'au bout dans cette aide-là pour pouvoir réussir. Parce que quand vous vous présentez, vous entreprenez, bon, il y a des risques, c'est vrai, mais vous ne savez pas ce qui vous attend, ou comme a dit Madame Vita, vous arrivez sur un terrain, vous ne connaissez absolument rien, et tout, et puis ben voilà, bon. Le conseiller ou la conseillère, elle constate vos compétences, vos suffisances, vos insuffisances, elle peut vous orienter peut-être autre chose, autre produit. Et moi j'ajouterais, il y a en fait 3 compétences dont nous souffrons. Bon, si je me limite aux femmes de la diaspora, parce que ça peut s'étendre aux femmes de la diversité, c'est le manque de capacité. On souffre de manque de capacité. C'est-à-dire que quand on devient entrepreneur, c'est-à-dire que c'est comme si on est dans le ciel et qu'on va faire un saut en parachute. Le truc, c'est que normalement, on a notre parachute qui est quand même collé, qui est dans notre corps et qui va s'ouvrir à un moment. Mais il faut imaginer l'entrepreneur qui saute et on lui lance carrément son matériel. Donc, en fait, il faut avoir le temps de ouvrir le parachute et puis faire en sorte que d'avoir le temps de l'ouvrir et que quand on arrive en bas d'atterrir plus ou moins dans les bonnes dans les bonnes conditions. C'est pour ça ces capacités-là qu'on dit dans la gestion, dans les finances, dans la communication, dans les ressources humaines, dans l'art. Donc la formation. En fait, il faut le développer. Il faut en être conscient que je n'ai pas tout ça. Mais en devenant entrepreneur, je vais investir 10% de mon temps à m'éduquer
pour devenir l'entrepreneur que je souhaite. Parce que tout le monde, comme on a dit, tout le monde n'est pas, même les entrepreneurs aguerris aujourd'hui, ils n'étaient pas nés entrepreneurs. On a peut-être le sens des affaires comme ça, mais on développe ce potentiel-là. Et si on n'a pas du tout le potentiel, ben, on apprend et on développe ça et on consacre du temps. Et moi, je dirais, il y a juste 5 fonctions qu'il faut absolument, on va dire, avoir les connaissances. Il y a 5 fonctions où il faut avoir les connaissances. Et dans ces 5 fonctions, il y en a un qu'il faut maîtriser absolument pour réussir. À votre avis, les 5 fonctions, c'est quoi? Fonction RH? Non, je sais pas, dans le cadre du management. La volonté. La responsabilité. Les finances. Moi, quand tu parles les de pôles, ça veut dire les pôles, c'est-à-dire qu'il y a un pôle produit, service, déjà qu'il faut maîtriser, il faut savoir quel est mon produit, qu'est-ce que je vends, quels sont mes services. Ça, c'est un. Ensuite, la communication. Voilà, il y a 2 communications. Voilà. Gestion financière. Finance. Ouais. Management, c'est dans tout. On manage partout. Hein. Juridique, je sais pas. Non, c'est pareil. Ouais. Les aspects juridiques. Et avoir sa clientèle. Voilà. C'est après ça. Donc, je vais vous le dire dans l'ordre. Produits et services, bah, ça c'est normal. Conception, quel est mon produit, quels sont mes services. Ça, en général, il n'y a pas de problème quand on se lance. Des fois même, on peut se tromper de produit ou de service, mais en général, on s'investit plus pour ça. Voilà, il y a ça. Ah, nous avons quelqu'un. Ah, c'est 25. Ah, ok. Voilà, il y a ça. Ensuite, il y a les aspects juridiques qu'on a dit tout à l'heure, hein, tout le risque des statuts, de toutes sortes de choses juridiques. Si on ne maîtrise pas, ça c'est vraiment important de se faire accompagner là-dessus. Parce que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Vous ne pouvez pas les maîtriser, c'est impossible. Ensuite, le troisième pour moi, ce qui est important quand on est entrepreneur, c'est connaître, maîtriser. Si on ne sait pas maîtriser, prendre un expert là-dessus, c'est les systèmes. Les systèmes, ça veut dire quoi? Comment est-ce que je vais mettre en place mon acquisition client? Parce que entreprendre, c'est quoi? C'est vendre, c'est aller à la rencontre de son client et lui vendre. Pourquoi vendre? Pour développer son chiffre d'affaires, pour connaître la croissance. L'idée unique d'entreprendre, c'est ça. Ouais, je voulais rajouter aussi autre chose. Parce que déjà au départ, pour appuyer sur ce que, il faut connaître ta cible de clientèle. C'est qui? Tu cherches qui? Voilà. Et ta communication, le marketing, il va tourner autour de ta clientèle. Voilà. C'est primordial. Maîtriser ton secteur d'activité. Faire un travail de fond. Mon secteur d'activité, ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie d'ouvrir un institut de beauté, très bien, mais qu'est-ce que je cible? Je cible qui est mon client? Un voilà. institut clientèle générale, tout par le monde, exemple, moi, c'était alternative à la chirurgie esthétique. J'avais ciblé tout ce qui est anti-âge et amincissement. Donc ma communication, elle était sur le tranche d'âge aussi. Tout ça, c'est des choses qu'on fait bien avant. Et c'est comme ça que tu pourras maintenant communiquer. Ça te facilite la tâche de pouvoir communiquer. Ça ne sera pas vague, mais c'est ciblé. Oui, tu adaptes ta communication aussi. Tu adaptes en fonction de... Et ça, c'est une erreur que beaucoup ils font. Voilà. Ils veulent généraliser.
voilà, généraliste pour toucher le maximum de personnes, en fait, c'est contre-productif. Il faut, ce qu'ils savent pas aussi, que vous pouvez faire votre chiffre d'affaires juste avec 2% de personnes. Ça ne sert à rien de s'épuiser. Beaucoup s'épuisent sur des choses parce qu'ils ratissent large. Et ça ne sert à rien. D'où le rôle des accompagnateurs, des conseillers, c'est pour recadrer tout ça. Mais je voulais justement parler par rapport à ça, c'est-à-dire par rapport à une question que vous avez posée, il y a aussi cet aspect de psychologie. C'est-à-dire que, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent être entrepreneurs. Être entrepreneur, il y a des aspects psychologiques aussi dedans. Et c'est ça des caractéristiques. Qui arrive, et eux, les gens qui arrivent derrière, qui sont déjà en train d'un salarié et un entrepreneur déjà, il réfléchit en termes de budget. Alors que quand on est salarié, on reçoit toujours. Alors, l'entrepreneur doit planifier. La notion du temps, c'est pas la même qu'un salarié. C'est ce qui rentre dans le système dans les systèmes. Voilà, c'est-à-dire comment est-ce que je mets en place un système d'organisation, comment est-ce que je mets en place un système d'acquisition de clients. Parce que ça aussi, je ne veux pas me réveiller tous les matins et improviser la manière dont les clients vont venir à moi ou comment je vais aller vers eux. Je mets en place un plan que j'ai réfléchi, comment est-ce que je toucherai mon client. Quel processus je fais? Je lui offre d'abord un cadeau ou j'appelle et tout ça. Tout est... moi, je suis actuellement sur une formation où on nous dit, parce que c'est ça, entreprendre, se former tout le temps, où on nous dit, avant toute chose, rédige-nous tes systèmes. Le processus d'acquisition client, c'est primordial. Et je le teste. Si ça ne marche pas, j'améliore mon système, mais j'ai un système. Ensuite, le système d'organisation. Comment est-ce que je gère mon temps? Comment est-ce que je m'organise? Un entrepreneur, comme on dit, le temps, c'est de l'argent. On est indépendant, c'est-à-dire on a 8 heures on va dire 24 heures même, parce qu'on a la liberté maintenant de son temps. Mais comment est-ce que j'organise ce temps-là pour que ça soit le plus productif possible? Et ça, c'est un système. Comment est-ce que j'ai mis en place ça pour que je puisse justement gagner du temps à chaque journée? Voilà. Il y a ce système-là. Et comment est-ce que je mets en place le système de gestion financière? Donc, tous ces systèmes-là, ben, si j'arrive à les poser, à les mettre en place dans ma structure, ben, je suis déjà, on va dire, je gagne du temps et je peux être un petit peu, comme on dit, au-dessus de mon entreprise et non dedans. Il y a une différence aussi entre être un visionnaire où on est en train de regarder comment est-ce que je vais faire ça et être dans le moule en train de je vais embrayer là-dessus. C'est pour dire aussi qu'il faut faire la différence entre un entrepreneur et un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, ce que vous avez demandé, ça s'apprend. C'est pour ça qu'il y a des formations maintenant pour, par exemple, comment gérer mon entreprise, comment faire ceci. Ça, c'est être un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il gère tout ce qui est humain, tout ce qui est matériel, tout ce qui est opportunité, tout ce qui est contrainte. Par contre, un entrepreneur, lui, c'est un visionnaire. Il a une idée en place et il veut le matérialiser. Donc, comment je vais faire maintenant pour que mon projet puisse exister? Donc, il y a maintenant des étapes à suivre. Le chef d'entreprise, lui, maintenant, tout ce que, combien même les deux fonctions, des fois, c'est chevauche. Le chef d'entreprise, lui, maintenant, on a mis ce projet-là en place. Maintenant, comment faire pour que ça puisse, qu'on puisse pérenniser cette société-là? On gère l'humain, le recrutement, les matériels, qu'est-ce qu'on a besoin pour que notre entreprise puisse... voilà. Et ça, ça s'apprend. Il faut faire des formations. C'est pour ça on met des formations de modules de ceci, les modules de cela, les modules de cela. Mais être un entrepreneur, tout le monde peut être un entrepreneur. Je m'assois
ah, j'ai envie de mettre ça en place. Mais non, un conseiller m'énerve, je dis, est-ce que vous avez les capacités, les valeurs, les caractéristiques, avoir le sens de responsabilité et être un leadership? Est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes là? Il y a tout ça qu'il faut. Est-ce que vous avez les épaules larges pour supporter des challenges? Il y a des challenges au quotidien que vous avez, des objectifs que vous vous posez. Vous faites votre plan d'action. Aujourd'hui, j'ai envie d'atteindre tel niveau. Comment? Quels sont les dispositifs à mettre en place? Et tout ça, ça s'apprend. Autrement, comme j'étais en train de dire qu'avec les systèmes, justement, c'est pour éviter de devenir esclave de son activité. Ça, c'est vraiment ce qu'on entend le plus souvent, parce que finalement, on se renferme dans quelque chose qu'on ne voulait plus être. Parce qu'au départ, quand on dit « je veux la liberté », c'est faire ce qu'on a envie avec plaisir, mais finalement, on se retrouve parce que, voilà, à cause de ne pas avoir de système. Et moi, c'est cet exemple éloquent de cette personne qui s'est consacrée que sur la partie produit. Et sur le reste, non. Et puis finalement, je lui ai dit quelles sont les retombées. Ok, vous faites les salons professionnels, en plus en Italie. Ok, c'est super. Mais quelles sont les retombées? Quelles sont les retombées financières de ces déplacements, de votre collection, de tout ce que vous faites? Ben, pas de retombées. Pourquoi pas de retombées? Parce que derrière, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de système, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de communication. Et voilà. Et là, on rebondit sur la communication. La communication, c'est quand je deviens entrepreneur, comment est-ce que je vais développer mon art oratoire? Comment est-ce que je vais commencer à présenter mon activité de sorte que je puisse attirer les investisseurs, les personnes qui souhaitent m'aider pour me donner des fonds, peu importe, même la famille, même les amis. Comment est-ce que je développe cet art? Comment est-ce que je communique? Voilà, comment est-ce que je communique? Et ça, c'est aussi quand j'ai ouvert le parachute à l'air, ce sont des choses à développer au plus rapidement possible. Parce que plus je sais comment présenter mon activité, comment présenter mes produits, comment présenter même au niveau de ma propre personne, comment est-ce que je me présente, parce que peut-être juste en me voyant, on aura envie de travailler avec moi, parce que j'ai travaillé ma manière de serrer la main, j'ai travaillé ma manière de parler avec confiance, j'ai travaillé ma manière de m'habiller, mon look, mon image, tout ça, ça rentre en compte dans de la communication. Tout ça, ça va me permettre de vendre. C'est vrai que là, je reviens à l'aspect femme. La difficulté, surtout dans notre culture, en tant que femme de la diaspora, femme de la diversité. Donc, je tenais justement à revenir à vous, madame. Et comment est-ce que vous avez ressenti cela quand vous avez eu le courage d'entreprendre, tout ça, etc., par rapport à ce que vous avez dit, et votre situation des femmes, et par rapport à d'autres personnes qui entreprennent justement dans la famille, là où elles trouvent des structures qui sont déjà établies et qu'elles prennent le courage d'entreprendre pour perpétuer l'entreprise de la famille. Mais vous, en tant que femme de la diversité, qu'est-ce qui vous a vraiment... comment est-ce que vous avez entrepris en tant que... Qu'est-ce qui m'a poussé à faire la démarche, voilà, la démarche de me mettre à mon compte? Alors moi,
je reviens sur la confiance en soi. Je me suis sentie capable parce que avant ça, je travaillais à la sécurité sociale, à la division des accidents de travail. Je m'étais trouvée à faire le travail de ma responsable pour qu'à la fin de l'année, quand on nous attribuait les pas de compétences, c'est à elle que ça revenait. Mais le travail était fait par moi. Ça ne m'a pas plu du tout, du tout. Je me suis dit, pourquoi j'ai à mettre mes compétences à moi? Pourquoi je ne les mettrais pas à mon service? À mon propre service. Au lieu de faire pour quelqu'un d'autre, c'est elle qui évolue et moi, je suis en train de régresser. Autre chose aussi, vraiment pour revenir. Parce que je me suis sentie citoyenne de ce pays, la France. Je me suis dit, je ne veux pas vivre au brouillon comme beaucoup de gens le font. Parce qu'en attendant, je vais rentrer chez moi. Je me suis dit, en attendant, tu verras les années passer au fur et à mesure. Tu es toujours en attendant, je fais les petits boulots et je partirai. Je me suis dit, c'est fini. Je suis citoyen français quand j'ai acté dans ma tête. Je suis citoyenne française, je vais vivre dans ce pays. Peut-être ça sera la retraite que je repartirai chez moi. Mais ce que je vais faire, je vais vivre comme eux. Le déclic était parti de là. Et j'ai vu, là où je travaillais, que j'étais capable d'assumer un service de 40 personnes, mais à la fin, moi, j'avais rien. Et tout ça, je dis, j'arrête. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un bilan de compétences, parce que moi, c'était la communication. Et après, j'ai fait un bilan de compétences pour voir vers quoi je voulais m'orienter, parce que je ne savais pas trop. D'où les pourquoi j'accompagne les gens dans leur projet professionnel aussi. Un sentiment d'injustice. Hein, Donc, ça m'a amené toujours sur ce qui était relationnel, compétent, contact ou autre. Je me suis dit, c'est fini, je me mets à mon compte. Et c'était parti comme ça. Excusez-moi, je me permets, mais est-ce que quand vous avez fait le travail de la responsable, est-ce qu'à un moment, elle ne s'est pas sentie un peu gênée? Non, ils sont sans gêne. Hein. Ils sont sans gêne. Ça, je l'ai vécu. Il n'y a pas de gêne là-dessus. Il y a eu des personnes autour d'elle. Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui a dit, mais tu es sûre que tu as fait le travail? Il n'y avait aucune qui parce que quand elle bafouait, quand il y avait certaines choses où elle ne maîtrisait pas, elle appelait, ouais, elles savent comment. Elle faisait semblant. Voilà, Cécile, tu peux venir et quand tu viens, toi aussi, tu cherches à te faire remarquer. Non, tu prends, tu embrayes, tu parles, tu expliques, tu montres comment. Mais voilà quoi, mais ils sont très forts ces gens-là. Parce qu'au travail, on veut toujours tout donner. On veut tout donner. Elle n'était pas, en fait, elle était sous sa profession, sous son titre. Elle était sous son titre. Elle était pourquoi? Voilà, parce que elle était sous son titre. Pas du tout, parce que c'est la fille de, l'amie de, nanana, on te prend, on te met. Ça, c'est vraiment fréquent à la sécurité sociale. Donc, on te met à ta place. Donc, après, j'ai demandé, et ça, c'était la croix et la bannière aussi quand j'ai entamé ce processus de vouloir me mettre à mon compte. Pourquoi? Sous-informé, par des formations. Vous avez fait des études, mais vous tombez sur quelqu'un aussi qui n'est pas compétent, parce que j'ai été accompagnée par une femme. À la fin, parce que je voulais que comment on appelle ça, c'est une association femmes actives, j'ai oublié les noms, qui est dans le 92, qui subventionne. Je voulais qu'elle se porte garant à hauteur de 70% de mon projet. Et je suis allée, j'ai présenté les projets devant un membre du jury de 15 personnes, où ils ont vu que le dossier il était mal fait. Et j'ai échoué, ils m'ont pris 2 heures pour me montrer là où ça n'allait pas, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et quel niveau ça n'allait pas à ce moment-là? Tout, jusque les prévisionnels, le business plan, tout n'était pas bon. Et pourtant, je suis arrivée, je lui ai dit, j'ai 30 000 €, j'ai envie de faire ça et ça et ça et ça et ça et ça. Comment on fait? Elle m'a montré que tout était au vert. Donc on a des personnes aussi qui ne sont pas compétents du tout. Et du coup, or, tout était au vert, au rouge. Et après, j'ai pris tous les dossiers moi-même, j'ai tout refait, parce qu'ils m'ont dit, non, on ne vous prête pas de sous, vous repartez, vous travaillez pendant 10 ans et vous revenez après pour pouvoir assumer le rôle d'un chef d'entreprise. J'ai dit, niet. J'ai tout pris, j'ai tout fait du début à la fin, et je suis allée, on m'a donné le crédit, le prêt à la banque. Donc, ça ne vous a pas déstabilisé pas du tout, au contraire, ça me
poussé encore? Est-ce que c'était le challenge? Il faut aimer les challenges aussi. C'est aussi beaucoup la confiance en soi. En soi. Voilà, la confiance en soi. Voilà. C'est là où je vous parle des valeurs, des caractéristiques. Voilà. La confiance en soi, c'est... Et alors, pour vous dire ça, excuse-moi, l'aspect famille, et pour vous dire que moi j'avançais avec l'aide, qui est mon ex-mari aujourd'hui, ne comprenait pas pourquoi je voulais entreprendre. Et moi, entreprendre, il fallait entreprendre parce que pour lui, il ne comprenait pas pourquoi j'avais tout, mais je voulais entreprendre. Il n'a pas compris que mon bonheur était dans ce que je voulais, c'est entreprendre. Il y a ça aussi, l'accompagnement des familles. Hein, oui, voilà, ça j'allais aussi insister là-dessus. Et ça nous a amené au divorce parce qu'il ne comprenait pas pourquoi je voulais entreprendre. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi... Voilà, on est centré. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à Salle. Et tous ces aspects-là, lui, il ne comprenait pas pourquoi je voulais entreprendre. Moi, je ne comprenais pas pourquoi il me refusait que j'entreprenne. Et tout ça, ça menait à un divorce. Mais je n'avais pas la visibilité du danger, quoi. J'ai quitté mon travail de la sécurité sociale. Et tout ça sans savoir même que je pouvais être indemnisée parce que j'ai fait un abandon de poste. Je n'ai pas été demandé de l'aide, enfin les ACD, comment on appelle ça. Je n'ai pas été demandé tout ça. Je me suis lancée sans savoir que, et je découvrais au fur et à mesure que j'avançais, mince, je n'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. Oh là là, il y avait ça. D'où pourquoi je dis être accompagné, c'est un gagne-temps. Parce qu'ils sont là. Un gagne-temps et un gagne... on économise de l'argent. Oui, les problématiques par la suite qui peuvent être financièrement très compliquées. Voilà. De toute façon, quand on est entrepreneur, il faut se le dire, on va toujours on va à l'aventure. Et de deux, il y aura toujours des échecs. C'est-à-dire ça passe ou ça casse. Voilà, on va toujours faire des erreurs, on va dire. C'est savoir effectivement qu'il y a un gros risque, quoi qu'il en soit. Enfin, il y a des risques. Oui, oui, un gros. Même si on anticipe, il y en aura quelques-uns. Il y en aura toujours. Voilà. C'est dur de faire sauter le pas. Même si c'est cette dimension, justement, de faire un travail de croissance personnelle. La croissance personnelle, c'est le développement personnel de se dire que quand je deviens entrepreneur, il faut que je développe aussi cette capacité-là. Cette capacité-là, ça m'apprendra que ça va me changer mon état d'esprit. C'est pour ça qu'on dit il faut changer ton mindset. Mindset. On parle à chaque fois de mindset. Ce mindset-là, c'est ça, quand on va être devant ces erreurs, on va dire ok, je suis ok, je le savais. Et donc du coup, ça m'abat pas. Je me dis juste combien de temps je mets pour rebondir. Être entrepreneur, c'est ça aussi. Combien de temps je mets pour rebondir. Aujourd'hui, il m'arrive un gros client que j'avais mis tous mes espoirs, qui du jour au lendemain me lâche. Combien de temps je mets pour m'en remettre, en sachant que voilà, combien de temps, 2 jours, 5 jours, 1 année, 2 ans, à jamais. Le cours, voilà, le cours plus je vais être ok avec mes erreurs et que je vais me dire que ok, ça fait partie du jeu. Je dis ça fait partie du jeu. Et allez, au suivant, je cherche, je fais, et tout ça, j'ai rebondi. Et du coup, je sais que je suis ok avec mes erreurs, je suis ok avec les jours où ça va fonctionner, il y a des jours où ça ne va pas très bien fonctionner. Ok, je suis avec ok que ça prendra 6 mois, alors que moi je pensais qu'au bout de 2 mois, je commençais à faire mon chiffre d'affaires. Ben non, là c'est en train de prendre 6 mois, et pendant 4 mois, il faudrait que j'apprenne à fonctionner sans argent, sans me plaindre, parce que c'est un choix de vie que j'ai fait. Et tout ça, il faut développer cette capacité mentale d'être au clair avec ça
et pour être, d'être dans la bonne énergie. Parce que aussi, c'est ça, je me réveille le matin en tant qu'entrepreneur, il faut que je sois dans la bonne énergie pour poser mes actions que j'ai à faire. Si je me réveille en train de ruminer depuis 5 jours le client parti ou quelqu'un qui ne m'a pas payé, je ne suis pas dans la bonne énergie. Pendant 5 jours, je ne vais pas être productive. D'où pourquoi on part avec un budget. Souvent, on dit que c'est sur 6 mois. Les BFR, là, besoin de fonds de roulement, là. Moi, je conseille toujours sur 1 an. Quand il y a, par exemple, des imprévus comme ça, vous comptez sur un client qui vous lâche, ainsi de suite. Mais ce que je voulais modifier par rapport à vous, il faut savoir que quand on est un chef d'entreprise, on n'y va pas dans l'idée qu'on va échouer. C'est impossible. Non, c'est impossible. Parce que votre secteur d'activité, vous avez fait une étude du marché là-dessus. Pour savoir si c'est toujours est-il qu'il fallait le faire. Il faut effectivement le faire. En expansion ou pas. Vous faites une étude du marché qui va vous dire, quoi qu'il en soit, quand vous faites tout ça, vous avez une visibilité. C'est un entonnoir qui fait ça, qui vous montre que votre activité va marcher ou ne va pas marcher. Et voir même l'emplacement. Et même plus, vous vous dites que je vais me placer ici à Moissy, voilà, à Moissy. En faisant votre étude du marché, toutes les démarches, il va vous dire non, ce n'est pas ici. Vous, il faut que vous allez vous installer là-bas. En fonction de votre clientèle, cible des clients, en fonction de ce que vous avez, il va vous dire non, c'est là-bas qu'il faut aller faire, déposer. Il vous le montre, il vous le dit. Et ce que je vais rebondir, c'est que justement, quand tu insistes sur l'accompagnement, moi, quand j'accompagne les personnes, je vois bien, il y a très peu de gens qui font d'études de marché. Moi-même, au départ, et pourtant c'est écrit partout, hein, dès qu'on veut créer une entreprise, études de marché, il faut faire études de marché. Qui le fait réellement? Il ne faut pas sauter les pas. En général, on saute le pas. Parce que personne ne nous a expliqué l'importance de cette étude de marché-là. C'est un détail parmi tout le travail préparatif qu'il faut faire. Mais justement, personne ne le fait. Très peu de personnes ne le fait. Les gens ont tendance à mettre la charrue avant les bœufs. Ah oui. Ah, oui. Moi d'ailleurs, aujourd'hui, je suis en train de refaire une étude de marché sur un programme que je suis en train de créer. Comme je suis dans cette formation-là, justement, pour bien faire les choses, où j'ai injecté beaucoup d'argent pour bien faire les choses, eh ben, études de marché. Et là, effectivement, aujourd'hui, dans cette formation-là, où on t'apprend comme si tu avais 3 ans, qu'est-ce que c'est l'étude de marché, pourquoi tu dois le faire et comment tu dois le faire, de quel processus, quelles questions tu dois poser, où tu dois poster, aller toucher pour récolter des réponses. Et ces réponses-là, qu'est-ce que tu en fais, où tu le places. De poser des bonnes questions. Là, ça, par exemple, tous ces détails-là, c'est pas au Pôle emploi que je l'aurai. Au Pôle emploi, j'ai une ligne qui me dit il faut que tu fasses l'étude de marché. Ils le savent, mais ils ne vont pas aller en profondeur, ils n'ont pas le temps pour vous, ils vous expédient. Oui, mais même des fois, ils ne le savent même pas parce que c'est des employeurs, ils ont des dossiers. Moi, je suis là en tant qu'employé, j'accompagne des porteurs de projets. Il y a là la ligne d'étude de marché, il faut faire l'étude de marché, mais peut-être la personne n'a jamais étudié vraiment qu'est-ce que c'est et comment il faut procéder voilà. pour faire. Et moi, aujourd'hui, je paye 4 000 € pour avoir ce volet et depuis que j'ai implémenté ça, je sais maintenant qu'est-ce que c'est une étude de marché et comment faire ça pour avoir des résultats, pour que cette étude de marché me serve réellement dans ma programmation. D'ailleurs, c'est ce que c'est en train de faire parce que c'est en train de me ramener déjà mes premiers clients tellement que c'était bien ciblé, bien expliqué, bien étape par étape. Et du coup, je suis dans la démarche de faire l'étude de marché. J'ai déjà commencé à dessiner, à avoir les premiers clients grâce à cette étude de marché-là. Pour vous dire la pertinence du fait que je m'étais dit qu'il faut que j'investisse. Maintenant, je ne vais plus faire les choses n'importe comment. Il faut que j'investisse. Ça, c'est que le volet étude de marché. Maintenant, imaginez tous les volets qu'il y a à faire.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a très peu de résultats entre ceux qui réussissent, on se dit mais comment il fait quand on a qu'à ouvrir son site internet, c'est très pro, c'est bien et tout ça, il y a tout ce qu'il faut et tout ça. Ben, c'est pas par hasard, la personne ne s'est pas réveillée un matin, il a tout bien les choses et tout ça, il attire et tout ça, c'est pas par hasard. Et moi, j'ai vu la différence toute l'année dernière quand j'ai fait tout toute seule. Et il n'y a qu'à comparer. Et aujourd'hui, je suis en train de me faire accompagner et je vois tout ce qu'on me dit de faire, détail par détail. Je suis en train d'ajuster. Et je me dis, ah tiens, je suis en train de me rapprocher finalement de mes objectifs et surtout des personnes qui réussissent et où on a une visibilité, où on se dit, c'est nickel, c'est normal que la personne réussisse parce que quand on regarde toute sa communication, tout son système, ça tient debout, c'est pas bancal, quoi. Oui, cette étude de marché n'est pas obligatoire, justement. Attends, il est obligatoire, c'est les gens qui ne le font pas. C'est obligatoire parce que c'est écrit partout. À Pôle emploi, partout, dans tous les organismes, on dit, il faut que tu fasses une étude de marché. Mais le problème, c'est que il n'y a pas d'approfondissement du pourquoi, du sens de l'étude de marché. Un conseil, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de sens. Il y a rien qui contraint la personne à le faire. Moi, un conseiller, on commence par là. C'est par là. Pour qu'on puisse avoir une visibilité, on doit commencer par là. Et c'est ça, il en découle tout. On étudie la conjoncture. On fait l'étude du marché général, on étudie la conjoncture dans le pays dans lequel vous voulez vous implanter, la conjoncture. C'est des étapes. Dans l'étude du marché, on vous explique qu'est-ce qu'il faut que vous nous ressortez de votre projet. Je vais voir ça. Et c'est ça qui va faire que vous allez chercher ce qu'on vous a demandé. Et l'étude de marché, par exemple, moi, je l'ai fait dans le cadre de cette formation qui m'apprend, on va dire, pas à pas, ce qu'il faut faire. On ne te dit pas qu'est-ce qu'il faut. On te dit, étape 1, fais ça. Tu vas sur le terrain. C'est toi qui vas le faire. Et tu fais sur le terrain, tu reviens. On est toujours dans l'étude de marché. Oui. Après, tu fais ça. Et jusqu'à la fin, et après, on a des résultats. C'est ça qui fait que vous connaissez votre entreprise. Vous maîtrisez votre entreprise. Je voulais faire juste un programme. Bon, pour moi, l'étude de marché, bon, la procédure qu'il faut faire, non. Et je comprends le sens. Ça commence déjà grâce à cette étude de marché-là, les gens que j'ai interrogés, où, comment, exactement, ça commence déjà. Ces gens-là reviennent vers moi, vous dire que vous m'avez interrogé sur ça, ben ça m'intéresse. C'est l'étude du marché qui va vous dire que vous perdez votre temps dans ce que vous et c'est dans l'étude du marché où on sait aussi les mots que ton client utilise. C'est ces mots-là que je vais prendre après pour communiquer. Et ça, on ne le sait pas. Il voulait poser une question, on lui laisse poser sa question. Non, mais en fait, je me posais la question par rapport à tout ce ça, l'étude de marché, tout ça, et en fait, on parle aussi de la confiance. Mais est-ce qu'aussi, il n'y a pas un autre revers de la médaille, de dire voilà, on ne fait pas d'étude de marché parce qu'on ne veut pas avoir les données. C'est-à-dire qu'on veut avancer, mais des fois aussi, quand on est entrepreneur, c'est savoir connaître les chiffres, apprendre des chiffres et savoir les chiffres. Des fois, il y en a qui ils vont continuer le marché parce que si jamais on leur dit bah, c'est pas bon, ils vont pas faire en fait. C'est une fausse confiance. Il y a une confiance, mais ils sont pas prêts à accepter parce qu'ils savent pas. Et pour terminer, juste pour vous dire, ils commencent à demander des conseils trop tard. Ils commencent à demander des conseils quand au bout ils ont fait leur budget, au bout de 4 mois, sur 6 mois ou 4e mois, c'est là qu'ils demandent il faut que je sois aidé. Mais entre-temps, on peut leur dire tout ce qu'ils veulent. C'est la prise de conscience de chacun. Il y a un manque de modestie. C'est-à-dire la confiance et la modestie. Non, ce n'est pas une question de manque de modestie, c'est que c'est l'ignorance. Non, mais quand on ne sait pas où on va, on n'a pas expérimenté, on est juste en confiance. C'est tout. Pour préciser ce que je dis, c'est comme je dis, ça va en fait penser avoir la science infuse. Et c'est vraiment la problématique de l'entrepreneur, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des messages, il y a tellement de gens qui vont te dire n'y va pas. Donc on est en train de lutter pour le message de n'y va pas,
et ça nous oblige en fait à aussi être aveugles parce qu'on est obligé de faire des efforts. Parce qu'on ne peut pas écouter les gens. Si on écoute, on va écouter ceux qui disent pas que tu veux avancer. Que tu veux pas que tu vas avancer. Parce que c'est normal, parce qu'ils ont peur pour toi. Et toi, tu veux avancer. Et c'est de savoir avoir le temps, à quel moment on va écouter, quoi. On va chercher, on va avoir des informations, avoir des datas, et créer ce personnage d'entrepreneur. Parce que c'est une création d'un personnage concret. Voilà, c'est un état d'esprit maintenant. C'est à vous, c'est à la personne. Vous avez cette chance de participer à cette conférence-là. On vous dit que quoi qu'il en soit, quand vous voulez pérenniser, asseoir votre entreprise, ça ne s'invente pas. On passe avant tout, la première des choses, c'est l'étude du marché. L'étude du marché, il en découle tout ce qui est à faire derrière. C'est un long processus qui fait que ça va sécuriser votre entreprise. C'est tout simple. Nous avoir cette information. Voilà. Oui, vas-y. Je vous remercie. C'est très intéressant. Je me retrouve parmi les femmes qui veulent faire, mais on est quand même issu d'une société, on va dire, patriarcale, et que pour la plupart d'entre elles qui sont aujourd'hui parmi nous, je pense qu'il y a une certaine mentalité qui se dit, bon, je suis une femme, je demande d'abord si, peut-être à mon conjoint, à mon mari, à mes proches, mes parents, on est un peu sous le joug de nos proches. Moi, je pense l'exercice la plus difficile, c'est nos proches, les maris qui nous entourent, on en a parlé, la famille. Je pense que si on arrive à faire le bon, à quitter, à surmonter, à surpasser cela, ça peut aller à quelque chose de plus sérieux, de plus concret. Bon, même si on est un homme, moi je pense aussi pareil. Nous les hommes, c'est souvent, on a peur de l'inconnu chez les hommes, c'est ça. Avoir peur de l'inconnu. Soit on a déjà des responsabilités, on est dans une vie assez monotone, on s'y habitue, on a peur d'oser, pour échouer, on va perdre tout. Ce qui est peut-être mon cas. Moi, j'ai envie d'entreprendre là. J'ai envie de prendre décision d'avancer, de changer de vie et de faire quelque chose. Et elle me dit, mais vas-y, ose. Mais chaque fois, toute seule, vous avez 1000 chances d'échouer. Mais en étant accompagné avec les gens qui peuvent vous aider, vous dire attention, la fille de Cécile, vous avez aussi 1000 chances de réussir. Pourquoi on échoue aussi souvent dans nos communautés, le truc, c'est parce qu'on fait des choses tout seul. On se dit, ah ouais, moi j'ai vu l'autre a fait, ah ouais, mais je pense que ça se fait comme ça. Et moi, notre combat, c'est montrer qu'il ne faut pas perdre le temps à vouloir faire seul. Faites-vous accompagner par les gens Pourquoi on fait ces études-là pour ceux qui font 5 ans, pour ceux qui font, comme moi j'ai fait sur 2 ans, mais c'est condensé. C'est pour vous accompagner à ne pas perdre votre temps, faire des choses importantes. Pourquoi elle est en train de faire des formations et ainsi de suite. Elle vient de le dire, elle s'en est même rendu compte qu'il fallait qu'elle reprenne et revienne vers ça pour pouvoir avancer. Et donc, elle a perdu du temps. Oui, non, mais ça veut dire aussi que même là, c'est même pas une étude de marché pour le système de l'entreprise. C'est une étude de marché pour la création d'un nouveau programme qui va entrer dans l'élargissement de mes services. Alors que voilà, dans mes autres services, qu'elle en rajoute, mais elle en fait quand même une étude de marché. Pour dire que même dans des petits, que vous voulez rajouter, parce qu'il faut encore en faire. Est-ce que ce que j'ai envie d'introduire là, c'est une implication mais permanente dans votre entreprise et elle a maîtrisé cette entreprise. Moi, je pense qu'on est un peu dans une problématique de corrélation avec l'extérieur et le soi-même. C'est très lié. Et en même temps, ceux qui arrivent à le faire, ils arrivent souvent à perdre quelque chose. Oui. Ça, il faut qu'on le dise ouvertement. Oui. Soit on est avec un conjoint qui accepte
Non, je ne pas. Ah ben, vous n'étiez pas là parce que moi, je l'ai expliqué. Moi, mon mariage a éclaté parce que mon conjoint ne comprenait pas pourquoi moi, je voulais entreprendre. Ça dépend vraiment des situations. D'où pourquoi il faut en parler, mais vraiment avec des situations. Moi, je sais que dans mon cas, ça fonctionne aujourd'hui et ça a fonctionné parce que avant, il vous a compris. Non, c'est pas ça. C'est que non, c'est pas ça. C'est vraiment rare. C'est juste société patriarcale. Non, c'est pas ça. C'est juste que vous étiez avec une maman à la maison, une femme gentille, du coup qui se lève et je vais être patron. Justement, c'est une claque. Écoute-moi, voilà. Non, mais c'est une façon de parler. Hein. C'est la journée des femmes, attention. Hein. Non, mais franchement, pour nous les hommes, c'est une claque. Oui, non, alors ça c'est la fierté. Ça c'est la fierté. Je parle d'une généralité. En fait, c'est une fierté que la femme, elle n'est pas là simplement pour faire des enfants, pour rester à la maison, elle est là aussi pour s'exprimer. Je vous comprends, madame. Voilà. C'est une bonne mentalité que je soutiens. On est obligé de monter en grade. On est obligé de monter en grade plus qu'un homme, parce qu'on dit toujours que quand la femme, elle fait des études pour faire la même chose qu'un homme, c'est ce qu'on a vu hier dans un truc de théâtre. Ah bon, parce que la femme, elle a des enfants, elle peut pas faire exactement comme l'homme. Elle ne peut pas toucher exactement comme l'homme. Parce qu'on a des enfants. Non. Et là, nous, en tant que femmes, nous, on veut. C'est pour ça qu'on se révolte maintenant. C'est pourquoi je suis là. Peut-être trop tard. Je suis là pour vous accompagner. Oui, c'est très bien, monsieur. mais en fait, vous aussi, vous voulez faire quelque chose et vous n'osez pas. Donc ça veut dire... moi, ce n'est pas pour la les hommes, c'est la peur souvent qui arrive de l'inconnu. Oui, c'est vrai, c'est pas tout le cas. Moi, par exemple, mon cas, ma femme, elle a fait des études, elle a des diplômes partout, ça traîne dans la maison. Mais le jour où elle a essayé, elle a eu l'idée d'entreprendre, c'est vrai que comme disait madame, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être seule. Elle croyait pouvoir faire toute seule. Elle a hésité parce qu'elle réfléchissait les conséquences, si elle quitte, la réflexion amène le travail, comment est-ce qu'on va devenir, et tout ça, etc. Elle a beaucoup réfléchi, ça l'a bloqué. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas pu entreprendre, et nous le regrettons. Et moi, je dis, mais quand tu as envie, vas-y. Quelles que soient les conséquences, nous sommes là. C'est la lame d'un entrepreneur. Voilà. Moi, ce que je voulais rajouter pour mon cas, du fait que ça a fonctionné, de ce switch-là, de la vie pépère, sécurisée, tranquille, et le saut, et que ça fonctionne avec mon mari aujourd'hui, mais il m'a quand même fait des gros yeux comme ça, en voulant s'étouffer. Mais il a réussi quand même à respirer. Il a compris qui tu étais. Parce que j'ai fait un travail aussi dans le couple préparatoire. Ça, c'est important. Il faut préparer aussi. Hein, voilà, je ne me suis pas réveillée un matin pour dire que moi je quitte mon travail. D'ailleurs, voici, j'ai déjà créé. Non, ça aurait quand même été compliqué. L'idée, moi, c'est que j'ai fait un travail sur moi-même pendant une année, où j'ai développé vraiment des nouvelles habitudes que j'ai mis en place à la maison, des changements, mais tout doucement. Et c'est dans ce processus-là, et j'ai commencé à vouloir, j'ai fait du développement personnel sans inclure la notion de bienvenue Princia, et sans inclure cette notion de carrière. Voilà, je voulais qu'on soit bien, je voulais qu'il y ait un changement dans notre vie de famille, et c'est dans ce processus-là que j'ai commencé à introduire tout doucement. Il y a eu ces changements avec les enfants, avec lui-même, il me voyait fonctionner différemment, agir différemment, réagir différemment. Et tout ça, ça l'a déjà apaisé, et il a apprécié.
Et donc, du coup, quand je suis arrivée maintenant avec mon dossier de pause, du coup, c'est passé. Vous voyez qu'il faut parler de la préparation. Si, voilà. Parce que quand on est une famille, on est quand même solide et tout ça, on ne va pas tout faire. Cette nouvelle organisation de travail, de vie, ça, voilà, tu vas travailler peut-être un peu plus parce que du coup, c'est ton propre business à développer, ça va avoir un impact sur les enfants, donc il faut en discuter. Il faut en discuter, les préparer tout doucement et puis aller vraiment dans ce processus jusqu'à ce qu'on rentre presque naturellement. Et du coup, du marché, hein, la famille, voilà, il faut en parler. Voilà, ça fait partie des choses qui sont très très importantes parce qu'on se dit quand même que notre vie de famille, c'est quand même important. Je veux bien ma carrière et tout ça, mais j'y tiens ma vie de famille et c'est moi qui emmène les changements. En plus, vous emmenez les changements à des gens qui n'ont rien demandé. Et si en plus vous commencez à taper le poing sur la table, je suis une femme, je veux changer, tout ça. Voilà, il faut se mettre aussi à la place de l'autre et aller tout en douceur. Je pense que leur peur, c'est de voir la femme changer. Parce que je suis dit, moi j'ai pris un an, c'est juste, j'ai pris un an moi. Il a vu l'évolution petit à petit, il a vu, mais il avait cette peur de me voir changer du jour au lendemain, de devenir, et pourtant non. Ce que j'ai gagné par rapport à lui, ça n'a ramené rien, ça ne changeait rien du tout. Ce n'est même pas les côtés finances qui posaient problème, mais avec le recul, je me suis dit, c'est juste de voir sa femme devenir quelqu'un d'autre. Oui, il était habitué de nous voir ça. Et après, c'était sa fierté. C'était lui qui était trop fier d'en parler. Mais révélez-nous une chose vraiment concrète par rapport à la création d'entreprise. Voilà. Combien de temps pouvez-vous tenir pour vraiment vous sentir vraiment que votre entreprise ou bien votre que vous avez peut-être réussi ou vous arrivez à passer un cap, une étape. Alors ça dépendra de tout ça, c'est plus on vous accompagne dans quel secteur d'activité vous voulez travailler. Mais ce qu'on donne en général, c'est 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans. Mais il y a des exceptions. Parce que moi, je dirais toujours par rapport à moi, au bout d'1 an, j'ai commencé à gagner de l'argent. Mais il faut aussi comprendre à quel moment tu gagnes de l'argent. Mais moi, au bout d'1 an, j'ai commencé à gagner de l'argent parce que j'avais amené des nouveautés qu'ils étaient en train de chercher, qui n'y étaient pas là où je me suis implantée. Mais normalement, on vous dit c'est 3 ans que tu commences à voir, tu commences à gagner de l'argent. Mais comme il y a toujours des exceptions en fonction de ce que tu as. Et ce que moi je voulais aussi rajouter, c'est que l'idée, c'est pas d'avoir toutes les réponses quand on se lance pour devenir entrepreneur. Justement, cette notion de se dire que quand je commence à réfléchir, quand je commence à analyser avant, justement, avec tout ce qu'on est en train de dire là, franchement, si on se met à réfléchir, la plupart diraient, ben, je suis bien dans mon travail, qu'est-ce que j'ai à aller dans ce genre de... Voilà. L'idée, c'est vraiment quand ça vient de son fond, et qu'on a envie vraiment de cette liberté, qu'on se sent, on sait qu'on va être beaucoup plus épanoui et que c'est en nous, on a envie de tenter. Ben, on se lance. Il faut se lancer. Il faut un déclic. Il faut un déclic. Qu'il y a un truc qui passe. Donc ça, voilà, il faut qu'il y ait un déclic intérieur. Parce que moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me parle. Il faut qu'il y ait un déclic intérieur. Mais voilà, dans la situation dans laquelle je suis au niveau professionnel, ça me convient. Donc j'ai des idées, mais voilà, le déclic, il n'est pas arrivé. Donc du coup... Et il y a aussi, moi, j'ai eu ce travail-là de se dire que finalement, quand on développe sa croissance personnelle, on apprend que finalement, on est sur cette terre on a à donner du sens du fait qu'on soit sur cette terre. Et moi, quel sens j'ai sur cette terre? Quand
on fait ce genre de réflexion-là, qu'est-ce que j'apporte? Quelle est ma valeur ajoutée du fait que si on remonte encore vraiment dans la conception de la vie, de se dire que, excusez-moi, quand on conçoit, il y a tout un tas d'œufs qui peuvent naître, et finalement c'est le mien qui a été sélectionné, finalement c'est moi qu'on a choisi d'apparaître dans cette vie. Mais quelle empreinte je vais rester, qu'est-ce que je veux que mes enfants, que mes proches gardent de moi, quelles sont mes réalisations, qu'est-ce que j'ai envie. Quand on commence à se poser ce genre de questions, on commence à se rapprocher vraiment de mon temps, je vais le dédier à quoi? Si j'ai envie d'aider les autres, si j'ai envie d'avoir une vie que je rêve, si j'ai envie d'être riche, il faut juste se dire pourquoi j'ai envie d'être riche. Si j'ai des réponses là-dessus, de se dire que j'ai envie d'être riche pour aider mes enfants à aller dans des grandes écoles, pour qu'ils aient, voilà, pour voyager quand j'en ai envie, que j'ai pas de problème de réfléchir. Et quand on commence à se poser toutes ces questions-là, on commence à se rapprocher de cet objectif de dire que, eh bien, finalement, gagner ce salaire-là, est-ce que ça va me rapporter vraiment toutes mes aspirations? Est-ce que ça va vraiment me faire que je puisse, à mon échelle, aider ce que j'ai envie d'aider, des enfants en Afrique ou des femmes en situation... à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être en créant mon entreprise, je peux peut-être... donner cet élan, je peux peut-être matérialiser certaines choses qui me tiennent à cœur. Et c'est dans ce sens-là qu'on commence vraiment, c'est vraiment les questions qui, après, on commence à se dire que pourquoi pas entreprendre. Sinon, juste se dire entreprendre pour entreprendre parce que j'ai une idée et entreprendre, ça ne suffit pas. Pour ça, je voulais poser une question. Vous, quand vous avez une idée d'entreprendre, en fait, si l'intention, la première des choses qui vous vient en tête, c'est quoi? Quand vous dites j'ai envie d'entreprendre, la première chose qui vous vient en esprit, c'est quoi? Liberté. Ouais, liberté. C'est tout. Ouais, ce n'est pas gagner de l'argent, c'est liberté. Gagner de l'argent, ça vient après.